Environ 2 ans après les feux de forêt historiques, que deviennent les tranchées coupe-feu à Sainte-Terre et quels sont les développements concernant le projet de dépôt nucléaire de Chalk River? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. On débute le bulletin dans la MRC de la Vallée de l'Or. La ville de Sainte-Terre procède actuellement à l'aménagement d'une nouvelle zone de tranchée près de la route 113 Nord. Et le but, Alexis, c'est de protéger le secteur résidentiel en vue de potentiels feux de forêt. Oui, on se rappelle tous des épisodes des feux de forêt 2023, donc on veut mettre toutes les chances de notre côté pour limiter la propagation d'éventuels feux de forêt. Ça se passe près de la 113 Nord, autour d'un quartier résidentiel. On parle quand même de plusieurs phases actuellement, Anthony. On profite des froids et de la solidité du sol pour ajouter du gravier afin de pouvoir procéder aux aménagements de la tranchée cet été. Donc, il va y avoir des travaux techniques cet été et par la suite, on va procéder à l'entretien et l'aménagement. Là-dessus, on écoute le directeur général adjoint de la ville de Sainte-Terre. Ce qu'on fait, c'est qu'on a commencé par enlever la neige et geler la surface pour faire un accès. Vous voyez, présentement, on est en train de mettre du gravier pour justement donner un accès pour le 12 mois par année, pour être capable de venir finaliser nos travaux des coupes-feux. Fait qu'on s'en vient, puis on va en gelant, mais on s'en vient, puis on est capable de transporter avec des camions. Il faut quand même réaménager ce banc de coupe-feu-là. Fait qu'on va faire une plantation d'arbres aussi avec des feuillus pour garder un genre de protection ou d'intimité aux résidents là, qui longent la rue des Cyprès. Donc, venez de l'entendre, pour les travaux actuels, la phase 1 devrait prendre fin dans 1 mois. On va continuer au courant de l'été, mais la totalité des travaux devrait prendre fin autour de l'automne 2027. Parfait, c'est donc un dossier à suivre. Merci beaucoup, Alexis. Au revoir. On poursuit avec un dossier qui continue à faire couler beaucoup d'encre. La Première Nation de Québec au Témiscamingue est au Parlement de Québec aujourd'hui. Elle demande au gouvernement de la CAQ de s'opposer formellement au projet de dépôt nucléaire de Chalk River. Un reportage d'Alexandre Cabana. C'est cette fois accompagné des représentants de Québec solidaire que le chef de Québec, Lance Heyman, s'est une fois de plus opposé au projet de dépôt de déchets nucléaires de Chalk River. Un projet qui menacerait, selon lui, les droits des peuples autochtones ainsi que la sécurité environnementale de millions de Québécois. Selon Québec solidaire, le silence du gouvernement Legault dans cette affaire est inacceptable. Plusieurs partis politiques, provinciaux fédéraux, qui sont inquiets. 140 municipalités, des dizaines et des dizaines de municipalités qui sont inquiètes. Des nations, des Premières Nations autochtones qui sont inquiètes. En politique, ça s'appelle un consensus québécois. Qu'est-ce que fait le gouvernement du Québec à ne pas reconnaître ce consensus-là québécois et à ne pas le mettre en valeur, à ne pas le défendre auprès du gouvernement canadien? Je ne comprends pas que les gens qui gouvernent le Québec, donc qui sont supposés les représenter, qui ont la loi de leur côté, même si c'est face à Ottawa, ne prennent pas la position claire de ne pas appuyer ce projet-là. La semaine dernière avait d'ailleurs été le théâtre du 3e recours judiciaire de Québec contre le futur projet de dépôt radioactif en moins d'1 an. Car après avoir déjà contesté devant la Cour fédérale le droit autochtone et l'environnement, mais voilà que c'est la cause de la faune et des espèces en voie de disparition qui était mis de l'avant. Why do you have a species at risk law when, for economic purposes, you can simply say that in this case it doesn't apply? Nous avons beaucoup de problèmes quand le gouvernement ne respecte pas sa propre loi. Et en attendant une réponse de la part de la Cour fédérale, le chef Heyman ira prochainement du côté de Montréal, l'une des 140 municipalités qui s'opposent au projet, afin de poursuivre sa sensibilisation. Une réponse ou une position de la part de Québec est toujours attendue dans ce dossier. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, à Rouyn-Noranda. Parlons stress maintenant. Il n'y a pas que les adultes qui doivent faire face à un quotidien parfois anxiogène. Les jeunes enfants et les adolescents peuvent aussi être aux prises avec des difficultés émotionnelles parfois invisibles. J'en ai discuté avec Stéphanie Clément du Centre de prévention du suicide à Rouyn-Noranda. Est-ce que vous jugez que les enfants et adolescents sont de plus en plus stressés? Au niveau des chiffres, je ne peux pas vous donner exactement, là, parce qu'il n'y a pas vraiment d'études qu'on a par rapport à ça. Mais
Dans nos services, moi, je vous dirais que dans la dernière année, on a vu vraiment un nombre grandissant d'enfants qui sont venus chercher des services. Bien, pas les enfants, mais les parents sont venus chercher des services pour leurs enfants parce que c'était flagrant, là, des idéations suicidaires étaient plus présentes. J'en ai plusieurs là, que j'ai en suivi actuellement, là, des enfants d'une dizaine d'années. C'est quand même pas très vieux. On a aussi des enfants qui ont vécu des deuils ou des situations comme ça, là, qui c'est plus présent. Qu'est-ce qui explique ça, selon vous? La vie, elle va vite, la société va vite. Puis souvent, on va dire aux enfants, on veut qu'ils soient bons dans tout. Hein, faut que, les enfants, aujourd'hui, il faut que c'est bon à l'école, il faut que c'est bon dans le sport, il faut que c'est bon en musique, etc. Et on leur met beaucoup, beaucoup de pression. Puis il y a beaucoup... Ça fait que j'ai vu, en fait, à un moment donné, là, il y a quelques années, j'avais été dans une école faire une petite conférence parce que les enfants de 3e année étaient trop stressés, là. Ça pleurait pour leur examen de fin d'année, puis ils ne se trouvaient pas assez bons, puis tout le kit. Fait que ça a un impact, veut pas, là. Puis tout ce qui se passe dans la société, puis l'éco-anxiété, puis tout ça ensemble, là, c'est clair là, que ça en fait beaucoup. Un adulte a de la misère. Fait qu'imaginez un enfant, puis un enfant, c'est comme une petite éponge. Là. Même s'ils ne verbalisent pas, ils ressentent tout ce que leurs parents ressentent. Là. On ne gère pas le stress chez les enfants et les adultes de la même façon. Comment on s'y prend avec les enfants? En fait, souvent, c'est des choses très simples. Là. C'est des petits trucs, c'est d'apprendre un peu la maîtrise de soi, de faire des respirations. On peut y aller par le jeu, faire des activités qui sont plaisantes, avoir des habitudes saines de vie, là, le sommeil, l'alimentation, mais aussi avoir le temps de jouer. Lâcher les écrans un petit peu, hein, aller courir dehors, faire des dessins, du bricolage. On en voit de moins en moins des enfants de faire ces activités-là, là, alors que c'est super simple, c'est là que ça va aider là, au niveau de la gestion du stress, de l'anxiété, puis tout ça. Parlez-moi du travail que vous faites dans les écoles. Bien, on a un programme qu'on est très fiers, ça s'appelle « Vide ton sac ». Dans le fond, c'est un atelier qu'on va donner au 3e cycle du primaire, c'est 5e et 6e année. Puis on a plusieurs écoles là, qu'on va aller prochainement faire le programme. On remet à l'enfant un sac à dos. Fait que l'enfant, avec des questions qu'on leur pose, tout ça, on leur fait vivre l'expérience de c'est quoi porter quelque chose de lourd. Fait que quand il y a un problème, c'est représenté comme par un poids qui est mis dans un sac à dos. Après ça, quand on amène des solutions, bien, on va remplacer le poids par des plumes. Puis là, bien, dans le fond, l'enfant, il comprend que quand on verbalise des situations, ça l'enlève pas tout. Il peut rester certains poids du problème, mais ça va alléger la situation. Au culturel, l'autrice témiscamienne Isabelle Barrette sort demain le 3e tome de sa série « L'amour dans la grosse pomme ». C'est une série de livres qui décrit le quotidien et les aventures amoureuses de 4 amies québécoises qui déménagent à New York, vivent le rêve américain. Chaque tome dévoile les aventures d'une des amies. Dans ce 3e tome, on y découvre la vie d'Anna. Et finalement, au sport, l'équipe de la semaine de la LHJMQ est dévoilée et encore une fois, un joueur des Huskies de Rouyn-Noranda s'y retrouve. Cette fois, c'est Thomas Verdon qui reçoit les honneurs. En 3 matchs la semaine dernière, Verdon a amassé 6 points, dont 3 buts. Le joueur de centre de 19 ans a également bien fait au niveau du différentiel avec +4. Verdon a récolté 49 points en 48 matchs cette saison. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est partiellement nuageux avec des minimums de moins 28 degrés Celsius pour l'Abitibi et de moins 26 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est du soleil avec des maximums de moins 12 degrés Celsius. On prévoit entre 15 à 20 cm de neige entre la nuit de mercredi à jeudi pour le Témiscamingue. Et finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la neige intermittente avec des maximums entre moins 11 degrés et moins 12 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit bien évidemment à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.